Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. On célèbre ce 5 octobre 2017 la Journée mondiale de l'enseignant. Au Cameroun, cette célébration aura un caractère particulier en raison du contexte socio-politique marqué par la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une crise dont la mise en mouvement a été orchestrée entre autres par des enseignants. L'enseignant est-il le problème ou la solution à la crise anglophone? Quel enseignant aujourd'hui face aux grandes mutations sociopolitiques observées dans notre pays, le Cameroun? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, Roger Kafo-Fokou, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir. Vous êtes enseignant, j'ai failli dire un vieil enseignant, parce que vous totalisez aujourd'hui, je crois, au moins 30 années d'expérience. Un peu plus. Voilà, un peu plus. Et vous êtes secrétaire général d'un syndicat, l'un des plus importants au Cameroun, c'est le syndicat national autonome des enseignants du secondaire, de l'enseignement secondaire, le SINAES. Et vous avez d'ailleurs participé aux négociations, j'ai failli dire avant l'enlisement de la crise anglophone. On vous a vu au four au moulin avec un certain nombre de membres du gouvernement dans une tentative de règlement de cette crise-là avant que la situation ne devienne pratiquement incontrôlable entre griffes. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Et je rappelle que vous êtes auteur d'une dizaine d'ouvrages. Il y en a deux qui ont retenu mon attention. Les générations sacrifiées au cœur de la catastrophe scolaire moderne et surtout misère de l'éducation en Afrique, le cas du Cameroun aujourd'hui. On va donc s'appuyer certainement sur cette expérience-là pour essayer de bien décrypter ce sujet ce soir. Merci donc Roger Kafo-Fokou d'être venu sur le plateau de 237 débats. J'introduis également Luison Djobongue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Un vieil enseignant également, un ancien à la retraite. Oui, en plus. Depuis quelques années, en tout cas. Mais vous êtes, j'aime bien vous présenter comme l'un des rares enseignants à avoir été 2 fois proviseur du lycée Jos de Douala. Ouais. Finalement, ça vous colle définitivement à la peau. Hein. Oui. Bon, même si ça n'a pas toujours été très heureux, ça, il faut le dire. Oui, surtout que la première fois, vous avez resté 3 mois ou 6 mois, je ne sais plus très bien. 3 mois. 3 mois exactement. Ouais. Mais vous êtes surtout, et on ne le dit pas très souvent, fondateur de l'ONEC, c'est l'organisation des enseignants du Cameroun, un syndicat à l'époque, j'aime bien dire, il y a eu Béla Mbappé à l'époque ministre, Charles Etoundi, entre autres. Ouais. Et ce syndicat avait un journal qu'on appelait ONEC Info, ouais, dans lequel vous écriviez très souvent. Et un article qui a retenu votre attention, c'est « Au secours, l'école se meurt ». Ouais. Aujourd'hui, cette école est morte, peut-être. Je crois. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler. Merci, Luison Djobongue, d'être venu sur ce plateau. J'introduis le docteur Jeannette Oguin-Photo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes secrétaire à la coordination du syndicat national des enseignants du supérieur, le SINES, c'est bien cela? Oui, secrétaire général à la coordination SINES de l'Université de Douala. Voilà. Le SINES, un syndicat très chaud, mais j'aime bien vous présenter également comme, peut-être que je me trompe, comme très présente également sur le terrain de la défense des droits des femmes. C'est peut-être le sens d'un travail que vous avez fait. Vous avez fait une thèse sur maternité et décès maternel à Douala, approche anthropologique, une thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg, co-tutelle, c'est bien cela? Oui, c'était une thèse en co-tutelle entre l'Université de Douala et l'Université de Strasbourg. Voilà. En tout cas, une question qui concerne les femmes, les droits des femmes, entre autres, parce que vous définissez également comme une femme qui travaille pour l'amélioration des droits des femmes, et c'était en 2012. Merci donc d'être venu, docteur Jeannette Oguin-Photo. Et j'introduis également le docteur Rita Fouda. Sabine, bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, vous êtes psychologue social, spécialiste en communication idéologique et stratégique, et vous êtes enseignante, assistante à l'Université de Douala, c'est bien cela. C'est bien. Vous avez la parole, vous la gardez, docteur Rita Fouda. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que
cette célébration, ce 5 octobre 2017 au Cameroun, tel que je l'ai indiqué à l'introduction, est-ce que pour vous, ça doit avoir un caractère particulier en raison du contexte sociopolitique qui est celui de notre pays aujourd'hui? En réalité, célébration, comme vous dites, je ne parlerai pas d'un caractère particulier circonstanciel en rapport avec la crise dite anglophone. La célébration a naturellement un caractère particulier du fait que l'enseignant est un être spécial dans la société et c'est un être, je veux dire, un être humain qu'il faut considérer à sa juste valeur. Et peut-être plutôt que de parler de célébration, on devrait dire interpellation par rapport au rôle principal que joue cet enseignant dans la formation des esprits, dans la formation des idéaux sociaux qui devraient être incarnés par l'ensemble de la population. Alors, sur cette question-là, Roger Kafo, vous avez, je l'ai indiqué tout à l'heure à l'entame de l'émission, vous avez été parmi ceux qui ont conduit les négociations à l'orée, je veux dire, au moment où commençait cette crise anglophone-là. Aujourd'hui, quand vous regardez les différentes déclinaisons que cela a prises, tout ça, vous vous dites, est-ce que vous n'avez pas... Est-ce que vous ne pensez pas n'avoir pas été à la hauteur de cette affaire-là? Est-ce que vous avez pris la question par le bon bout? Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Mon sentiment, en effet, il faut être honnête, c'est qu'on n'a peut-être pas été à la hauteur, puisque la crise, elle a continué à se développer. On avait un certain nombre de moyens à notre disposition, on en a usé. Je dois dire qu'aujourd'hui, le plus grand regret, c'est de voir les choses continuer à échapper, alors qu'il y a eu un certain nombre de fois la possibilité de les maîtriser, et de les arrêter. Les gens n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait faire. Et à chaque étape, on a été en retard sur les événements. Je pense que la crise du secteur de l'éducation dans le sous-système anglophone, qui a été le carburant qui a alimenté la crise. On la voyait poindre à l'horizon depuis 2009. À plusieurs reprises, on a saisi les membres du gouvernement, soit en groupe, soit individuellement. On leur a dit qu'il y avait là un potentiel explosif qu'il fallait voir. On n'a pas été écouté. Les principaux activistes du côté anglophone ont à plusieurs reprises dit aux membres du gouvernement, et j'étais présent, que nous allons arrêter l'école dans la zone anglophone. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ils n'ont pas été pris au sérieux. Ils n'ont pas été pris au sérieux. Et même quand les choses ont commencé à déraper, la tactique et la stratégie qui a été mise en place était culturellement francophone. Et ça, c'est un problème parce qu'il faut aujourd'hui dire que l'une des plus grandes difficultés dans la résolution du problème anglophone a été que les principaux acteurs qui ont été déplacés sur le terrain ont fonctionné sur un mode culturel francophone. Et donc, les anglophones ne se sont pas sentis réellement impliqués parce que impliquer les anglophones dans leur culture signifie quelque chose de précis qui n'est pas exactement la même chose lorsqu'on est du côté francophone. Et ça, c'est des choses qu'il faut voir. Lucien Djobongué, sur cette affaire-là, de façon précise, aujourd'hui, quand vous analysez en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, en tant que quelqu'un qui observe et analyse les questions d'éducation, où se trouve fondamentalement le problème? Est-ce que le problème, c'est l'enseignant, vraiment au début de cette crise-là, ou bien l'enseignant comme conséquence d'un système qui a du mal à trouver ses repères et à produire les résultats qu'on attend? Bon, quand vous parlez de produire les résultats immédiatement, j'ai l'impression que les questions de départ ont failli être déviées. Je voudrais parler directement aux résultats. Mais vous avez posé une question, à mon avis, fondamentale. C'est celle de savoir
si effectivement le problème, les enseignants ont été, comment dirais-je, initiateurs du problème, si j'interprète votre pensée de manière juste, est-ce qu'ils ont été initiateurs du problème ou alors ils sont, leur action est la conséquence de quelque chose d'autre. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils n'ont pas été initiateurs de quelque chose. Je crois que dans le monde anglophone, les problèmes se posent depuis très longtemps. Si nous rentrons même jusqu'à l'histoire, je crois depuis Fontia, le problème commençait à se poser. Un certain malaise que le Premier ministre Fontia commençait à exprimer par rapport au contrat réel qui a amené un autre État, même s'il ne représente aujourd'hui dans le découpage que 2 régions, mais c'était déjà un État au départ. Je crois que le malaise était déjà là. Et au moment où les enseignants entrent en grève, en fait, le problème avait déjà sérieusement moussé. Les avocats avaient déjà grévé. Et ils avaient déjà posé le problème des documents juridiques qu'il fallait traduire. Je me souviens qu'à l'époque, le secrétaire général de la présidence a fait des pieds et des mains très rapidement pour qu'on traduise ces documents de la CEMAC. Notamment les actes uniformes OHADA. OHADA, les traduire en anglais. Les enseignants n'entrent dans la danse qu'après cette grève-là. Et il faut déjà dire que là où j'ai l'impression que mes amis, comme Kafo, s'il te plaît, qui étaient dans cette histoire, je crois, eux, ils ont dû dire ce qu'il y avait à dire aux autorités. En fait, le problème à résoudre n'était pas fondamentalement le problème de l'école, le problème de la grève des enseignants. Le problème fondamental... Aujourd'hui, visiblement, c'est le problème le plus important à régler. Le problème fondamental qu'il fallait régler était sûrement le problème du malaise général de nos citoyens de cette région, mais qui était répercuté de manière sectorielle. Et l'école étant, les syndicats de l'école, de l'enseignement, étant les mieux structurés, la revendication et le malaise s'est appuyé sur cette école. Parce qu'on savait que quand on tient l'école... Mais il fallait trouver les meilleurs leviers. Oui, c'était le bon levier. Et on savait qu'à ce moment-là, le gouvernement allait absolument engager des négociations franches. Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu le gérer exactement comme ils ont géré les autres grèves que nous avons connues. Bon, ça va passer et ensuite on verra. Moi, je crois que les enseignants n'étaient pas au départ de la chose, mais leur action est la conséquence d'un malaise qui continue à s'exprimer malheureusement jusqu'en ce moment. Alors, docteur Voguen, sur cette question-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez l'avis de ceux qui estiment que l'école et les acteurs de l'école, notamment les enseignants et les élèves, sont pris en otage par rapport à cette crise-là? Bon, la question posée telle qu'elle est posée, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Parce que les enseignants pris en otage, non. Les étudiants, les élèves également pris en otage, non. Mais simplement l'expression d'une réalité qui est vécue par l'ensemble des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit. Simplement, c'est l'expression, on va dire, d'un mal-être qui s'exprime, qui est exprimé par les populations qui ont la culture du militantisme, une population qui revendique un certain nombre de libertés et une scolarisation dans un espace qui est approprié et bien aménagé. Donc, ce n'est qu'un prétexte pour poser l'ensemble des problèmes que rencontrent les populations de ces 2 régions-là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a prise d'otage, mais l'expression d'une réalité. Oui, enfin, je pose la question parce que, si je ne m'abuse, le syndicat auquel vous appartenez, le SINES, à un moment donné, a effectivement été sollicité dans la gestion de cette crise au départ, ou bien même par la suite. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, comme le disait Roger Kafo tout à l'heure, qu'à un moment donné, les choses ont commencé à leur échapper? C'est dû à quoi? C'est dû au caractère pas très fort de ce syndicat-là, ou bien c'est lié à une tentative d'embrigadement, de caporalisation de la part de ceux qui viennent de Yaoundé pour organiser c'est pour parler là? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, n'a pas marché?
Bon, je pense que c'est avant tout un problème politique, hein, parce que si nous ne tenons pas compte de l'histoire, on ne peut pas résoudre ce problème. Quelle que soit la personne qu'on va envoyer, si cette personne n'est pas un interlocuteur qui connaît le terrain, qui connaît la réalité, on est loin d'être sorti de la situation. Et donc, comme les autres, vous pensez qu'il y a un problème de casting au départ, dans le choix des individus qui devaient mener les pourparlers? Il y a un problème de casting, ça on l'a relevé sur plusieurs plateaux, et à côté du casting, il faut qu'on tienne compte de l'histoire. C'est un problème qu'on va dire concerne l'ensemble des Camerounais, parce que quand on observe du côté des populations dites francophones, ils envoient de plus en plus leurs enfants dans les écoles dites anglophones. Donc, ça suppose que ce sous-système éducatif semble meilleur que le sous-système éducatif francophone. Or, quand on va également sur le terrain camerounais, on se rend compte que la quasi-totalité de nos grandes écoles sont des écoles dites francophones, où à la fin du cursus, un élève qui a fait le système anglophone ne peut pas s'insérer facilement dans le milieu universitaire, parce que dans ces écoles anglophones, on compose sur les PEPAS. Mais il n'y a aucune université camerounaise où on entre parce qu'on a obtenu un certain nombre de PEPAS. Donc, au niveau du supérieur, il y a un problème. Même l'université de Boya, qui était dite université d'expression anglaise, est envahie aujourd'hui par les populations, par les étudiants qui ont eu leur baccalauréat dans un système francophone. Donc, c'est un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux, parce que c'est d'abord politique et il faut absolument tenir compte de l'histoire. Les solutions politiques. Faire venir interpeller les historiens, les anthropologues et autres pour pouvoir, même les psychologues, pour pouvoir avoir la solution au problème. On reviendra tout à l'heure sur les solutions qu'il va falloir envisager. Docteur Etta Fouda, sur cet aspect-là, aujourd'hui, cette crise anglophone est un challenge, c'est un défi, peut-être comme d'autres défis qui interpellent la nation aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que ces questions-là, ces grandes questions, ces challenges, je dis que ce soit la question de la crise anglophone qui pose le problème de la paix et de la stabilité, ou bien d'autres questions liées à l'économie, comme la question de l'émergence, est-ce que vous avez l'impression que ces questions-là sont prises en compte dans la composition, ou bien dans la structuration, dans la mise en place, dans la conception de l'école camerounaise aujourd'hui? Est-ce que cette école aujourd'hui est une école qui est faite dans le sens de répondre à ces préoccupations, à ces challenges-là? C'est une question plutôt très pertinente, parce que vous posez là la question de la vision de l'école, à mon avis, à mon entendement. Pourquoi l'école? En réalité, pour une société, à quoi sert l'école? C'est-à-dire que, est-ce que une société peut se développer à partir de l'école, c'est-à-dire à partir de la formation de sa jeunesse? Est-ce que la société peut résoudre ces problèmes intrinsèques à partir de la formation de sa jeunesse? Je dirais oui. Oui, parce que sur le plan idéal, c'est-à-dire que effectivement c'est la vision première de l'école. L'école, comme disait quelqu'un, si on veut détruire un pays, il ne sert à rien de lui déclarer la guerre. Il faut simplement mal former sa jeunesse et on l'aura détruit. Ça veut dire que l'école, en réalité, c'est le levier, comme vous utilisez l'expression, sur lequel le politique devrait actionner, je veux dire le levier que le politique devra actionner pour développer son pays, et aussi élaborer des visions, des perspectives de développement social, de développement économique et même de développement politique. Et je pense qu'à ce niveau-là, notre école, de manière concrète, ne répond pas tout à fait à ces exigences idéologiques ou les exigences premières de l'école. L'école ne répond pas parce que lorsqu'on voit, vous parliez sur le plateau, on parlait tous des revendications, puisque demain c'est la journée de l'enseignant, on s'en tiendra à ça.
La revendication dans le domaine, dans le secteur de l'école n'est pas seulement vécue par les enseignants d'expression anglophone. C'est un problème, un souci général. La preuve en est que sur ce plateau, il y a plusieurs syndicats, ce qui montre déjà qu'il y a une dynamique qui est en œuvre dans ce domaine-là pour défendre les droits, s'il y en a, de ce qu'on appelle des enseignants. Donc en fait, de façon claire, il s'agit de voir que le projet éducatif aujourd'hui, qui se décline peut-être à travers la politique nationale de l'éducation, pour vous, n'est pas adéquat. Je veux dire qu'on ne répond pas aux exigences sociales. Il y a effectivement une politisation un peu inadéquate, de l'école. Politisation, c'est-à-dire le saupoudrage politique, administratif au sujet de l'école. Puisque lorsqu'on rentre dans les politiques éducatives, parlant justement par exemple du secteur de l'éducation primaire et même de l'éducation en général, l'école au primaire est encadrée par un certain nombre de politiques. Et ces politiques privilégient la quantité d'élèves formés, entre guillemets, et non la qualité de la formation. Quantité d'élèves, c'est-à-dire que, effectivement, nous sommes dans les politiques d'école pour tous. Ça, c'est louable pour la promotion collective. D'abord, école pour tous, d'abord, c'est louable pour un gouvernement qui a l'ambition de former ses enfants. Mais lorsque cette école pour tous n'est pas accompagnée des moyens adéquats pour prendre en charge la grande masse justement des élèves ou des demandeurs de formation, on en vient donc à l'autre politique qui est celle de la promotion collective, du paquet minimum et de tout ce qui accompagne, et des maîtres de parents et les instituteurs vacataires et je veux dire tout l'ensemble de la conceptualisation que nous connaissons dans le domaine de l'école, qui n'est pas pour aider l'école à former, à produire des produits fiables pour la société. Donc en fait, on est dans un système qui produit en quantité et non en qualité. Et non en qualité. Alors, Roger Kafo, est-ce que cette crise aujourd'hui peut être considérée comme la matérialisation la plus palpable d'un système éducatif qui a du mal à se structurer et à se mettre véritablement en place? J'irais plus loin que vous, et je dirais que c'est un système en déliquescence. Et je pense que personne ne me fera un procès de le dire comme ça, parce que je me contente de lire le diagnostic du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Vous trouverez exactement le même diagnostic dans le document de stratégie du secteur de l'éducation et de la formation, qui disent clairement sur le plan de la vision qu'il y a un échec. N'est-ce pas? Les Camerounais, l'école n'a pas réussi à les rendre plus patriotes, plus disciplinés, plus regardants sur la morale, plus travailleurs, etc. Donc, de l'avis même des autorités de l'État, il y a échec. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui dire qu'il faut refonder l'école camerounaise, parce que vous avez beau lire tous les textes, la loi d'orientation de 2008 ou de 2011, je crois, de 98 ou de 2001, 2001 pour l'enseignement supérieur, vous trouvez un saupoudrage au niveau de la construction même du citoyen qu'on veut produire. On devrait, dans ces documents-là, savoir clairement quel type de citoyen on veut produire par l'école. Et donc, lorsqu'on parle de notre système éducatif aujourd'hui, il y a au moins 3 types de défis qu'on n'arrive pas à relever. Le premier défi, c'est celui du vivre ensemble, qui s'exprime très bien dans la crise anglophone. Notre école ne nous a pas aidés à vaincre le tribalisme, le micro-tribalisme, à devenir des citoyens soucieux de l'intérêt public.
Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi est celui de la pertinence même et de l'efficacité de ce système. Pertinence interne, c'est une école de l'échec. Vous n'avez qu'à voir les résultats des examens. Généralement, c'est en deçà de 50%. Autour de 50%. Oh oui, ça dépend. Mais si vous prenez le système anglophone qui était plutôt brillant. D'accord, oui. Les résultats d'ici n'étaient pas bons. Alors, lorsque vous prenez l'efficacité externe, vous regardez le marché de l'emploi, c'est le chômage, 75% de sous-emploi, avec en réalité une baisse de la productivité dans tous les secteurs. Et donc, c'est un échec. Et je dirais que le troisième défi le plus important, c'est celui de l'accès à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on a beau parler de l'école pour tous. La réalité, c'est que l'école devient de plus en plus l'affaire des riches. N'est-ce pas? Dans chaque génération, quand vous arrivez au niveau de la classe de 4e, vous avez déjà les 2 tiers des enfants hors du système. Les 2 tiers. Dans la classe 4e, en arrivant en terminale, on est autour de 5%. Et donc, ça grossit la foule des gens qui sont précaires parce qu'ils sortent de l'école, ils ne savent rien faire. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir un travail décent, un salaire décent. C'est les futurs mécontents. Et on les enrôle facilement. Donc voilà tout un ensemble de défis que notre système n'a pas relevé. Et il faut donc refonder l'école aujourd'hui. C'est pour ça que les syndicats, depuis 2012, demandent un forum national de l'éducation. On reviendra tout à l'heure sur les solutions. Et les solutions, de notre point de vue, vont être axées sur le levier enseignant. Disons, Djobongué, la question que vient de soulever Roger Kafo est une question que vous avez très souvent soulevée dans le cadre des activités syndicales ou dans d'autres publications que vous avez faites. Et d'ailleurs, l'article dont je parlais tout à l'heure, Au secours, l'école se meurt, entre autres, relevait justement la question de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et c'est une question qui a été adressée, je crois, entre autres aux États généraux de l'éducation, je crois 1995. Et au terme de ces États généraux, il y a eu un ensemble de recommandations qui ont été structurées autour d'une loi d'orientation qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef d'État. Aujourd'hui, où en est-on? Bon, il faut dire que quand vous me posez cette question, bon, je ne suis pas embarrassé. Puisque vous suivez le process, donc vous êtes capable d'évaluer pour savoir quel était le taux de chargement, si on peut utiliser l'expression informatique. Je vais tout simplement dire que on a plus reculé. L'école, elle est vraiment morte. Ça, il faut le dire. Tout à l'heure, Roger le disait, il a énuméré les 3 phases, les 3 grands moments dans lesquels nous avons échoué. Je l'avais déjà dit il y a bientôt 10 ans. Quand on écrit ces articles-là, Au secours, l'école se meurt, je me souviens, il était avec moi pendant cette conférence au ministère du Travail, où le ministre Mbila, à l'époque, m'a dit que je me trompais. Aucune école n'est en train de mourir, c'est de la fabulation, les enfants sont bien formés autour du travail. Aujourd'hui, il y a des ministres qui continuent de le dire. Aujourd'hui, oui, monsieur Bilal, en s'appuyant sur les résultats ou les performances des Camerounais qui obtiennent le baccalauréat et qui réussissent des choses extraordinaires dans les universités occidentales. L'école était en train de mourir parce qu'à ce moment-là, l'homme politique s'en était profondément mêlé. Pendant que nous disions qu'il faut donner les résultats des examens à 10 sur 20 au moins, c'était le minimum, le gouvernement a mis sur pied un système qu'ils appelaient le système d'harmonisation des notes, qui consistait à augmenter les notes de ceux qui travaillaient moins bien et à ne rien ajouter à ceux qui avaient déjà la moyenne. Parce qu'il y avait un risque. Si on devait ajouter 3 points à celui qui a 7, et si on doit ajouter 3 points à celui qui a 18, il va avoir 21 sur 20. Bon. Mais il y a eu cette injustice dès le départ. Et vous allez constater que les relevés de notes, puisque aujourd'hui c'est l'ordinateur qui produit le relevé de notes,
L'ordinateur, lui, ne sait pas harmoniser. On est bien obligé, parce que si vous n'avez pas 10, l'ordinateur, lui, sait que c'est 10. Alors, on harmonise, on met 10 à tout le monde, et quand vous prenez les relevés de notes de tous nos enfants qui sont admis, ils sont tous 10-0-0. 10-0-0. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de moyenne pour avoir leur examen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des citoyens en deçà du passable dans un pays? Et quand vous voulez dire, et quand on parle, vous avez posé cette question tout à l'heure à Mme Fouda, vous avez parlé d'émergence. On va aller vers l'émergence avec quels citoyens? Est-ce que l'école d'aujourd'hui est capable de produire le citoyen qui va nous amener à l'émergence? Est-ce qu'il ne fallait pas définir les conditions de l'émergence avant de parler de l'atteinte de l'émergence? Est-ce qu'il ne fallait pas définir le genre d'école qui doit conduire à l'émergence, la personne qui nous amènera vers l'émergence? Voilà là où j'ai l'impression que les hommes politiques, ils posent leur slogan politicien juste pour gérer en fait leur espace et leur popularité et créer des adhésions. Mais l'usage de Wangassur, je parlais tout à l'heure de ces états généraux de 95. Oui. Il y a eu un certain nombre de choses qui sont sorties. Là, on a parlé par exemple de la refonte du système éducatif. Oui. À travers cette loi d'orientation, on en a parlé, la révision profonde du statut particulier de l'enseignant, ou encore l'implication de l'enseignant dans les grandes décisions portant sur l'école à travers les syndicats, ainsi de suite. Et bon, de ce point de vue, quand même, on a remarqué qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent. Je peux revenir très rapidement dessus. Je vais déjà vous dire, l'une des choses les plus importantes de la loi d'orientation de 98 était un début d'harmonisation des deux systèmes. Absolument. Dans ce document, il est clairement dit que le premier cycle au Cameroun aura une durée de 5 ans. Que ce soit chez les anglophones ou chez les francophones. En réalité, il s'agissait de ramener, enfin, de rapprocher ça du système anglophone. En fait, au moment où après 5 ans, on passe de DC ordinaire. Parce que c'est nous qui avons fait cette proposition. Oui. Parce que si cela avait été fait, aujourd'hui, les problèmes fondamentaux du système anglophone ne se poseraient pas par opposition à un système francophone. Oui. C'est le rapprochement que les syndicats ont voulu faire dès le départ. C'est-à-dire que, bon, premièrement, on a constaté qu'on avait un système francophone très lourd, avec plein de matières, et qui ne nous menait à rien. Un système anglophone assez allégé, et qui peut-être gagnerait à être complété, même si lui, il était déjà beaucoup plus spécialisant dès le départ. On a pensé à un tronc commun, jusqu'en classe de 5e. Question de supprimer les classes de première année. Parce que au moins jusqu'en classe de 5e, il y a un minimum. C'est la rédaction, c'est le calcul, c'est la mesure. Un enfant, la question à laquelle on doit répondre est de savoir, un enfant rendu en 5e est capable de quoi s'il quitte l'école? C'est la question fondamentale à tous les niveaux. Et à partir de la classe de 4e, on devait donc commencer une sorte de pré-spécialisation. Ce qu'on avait appelé le cycle d'orientation, ce qu'on appelle le cycle d'orientation dans le document. Rien de tout cela n'a été fait. Et cela allait de soi avec la modification des programmes. Les programmes n'ont pas changé jusqu'aujourd'hui. Le ministre actuel nous parle de la professionnalisation de l'école. Avec quel document? Avec quel programme? Avec quelle perspective? Bon, l'APC est entré en vigueur au secondaire. Au primaire, ça a été expérimenté. Au secondaire, on en est... Je suis désolé, l'APC, ce n'est pas la professionnalisation. Oui, bon, c'est l'approche pédagogique par compétence. Oui, par compétence. Dans le sens de préparer les gens puisque vous à gérer un certain nombre de situations. Très rapidement, hein, je vais vous le dire. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Je donne d'abord la parole au docteur Hogan. Docteur Hogan, vous qui êtes dans le supérieur, est-ce que vous avez le sentiment que le problème qui se pose dans le secondaire elle-même, il y a quelque temps, on a lancé le système LMD. Aujourd'hui, lorsqu'on évalue, vous avez le sentiment que c'était la bonne piste, c'est ce qu'il fallait faire et que cela va permettre effectivement de résoudre le problème qui était posé en amont? Non, c'est-à-dire, vous voulez savoir
Je reprends la question. Oui. Si le système LMD permet à ceux qui viennent des écoles secondaires de s'en sortir à l'université. Parce qu'il y avait un problème qui avait été posé au départ et on a estimé que la solution à cette affaire-là, par exemple, c'était de mettre en place le système LMD, d'abord pour harmoniser avec les autres et ensuite pour répondre à un certain nombre de préoccupations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être satisfait du bilan? C'est déjà difficile d'harmoniser deux sous-systèmes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Parce qu'on l'a vu pendant longtemps, quand on était à l'école anglophone, l'équivalent du CEP s'obtenait après 7 ans. Or, aujourd'hui, ils disent qu'ils harmonisent, tout le monde l'obtient au bout de 6 ans. Et quand on va au collège, c'est en classe de 4e qu'on choisit de faire l'allemand ou l'espagnol. Et en classe de 3e, non, c'est en 3e, on choisit la seconde littéraire ou la seconde scientifique. Mais à aucun moment, on ne dit à l'enfant, voici ce que t'offre la série littéraire si tu choisis la seconde A4 allemande ou la seconde A4 espagnole. Et on ne dit pas à un enfant, voici voilà le projet qui sera le tien si tu as choisi de faire la série scientifique. Ce qui est même encore plus pénible si on parle du système francophone. L'enfant qui est en seconde A, on ne lui dit jamais ce qu'il sera demain. Mais par contre, l'enfant qui est en seconde C, on voit déjà que ça peut être un médecin, ça peut être un pharmacien, et il y a même déjà discrimination dans l'orientation. Vous allez voir une classe de 100 élèves, et on envoie juste 5 en série scientifique. Et le reste pléthorique va en série littéraire. Et en série littéraire, très peu vont faire l'allemand et une majorité va aller faire l'espagnol. Bon, mais l'orientation est fondée sur les capacités des élèves. Oh, même cette orientation est à questionner. Parce qu'on devrait, à partir de la classe de 6e, commencer déjà à orienter les enfants. Il y a des enfants à qui vous allez demander après leur bac, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ne sont pas capables de répondre pour la majorité. Même à l'université, ils vont faire anthropologie parce qu'on leur a dit qu'en anthropologie, il y a peu d'étudiants, on va t'orienter en anthropologie. Tous veulent faire communication parce qu'ils pensent comme il y a les chaînes de radio et de télévision à Douala, dès qu'ils vont avoir leur licence, ils vont travailler. Donc, de mon point de vue, ce sont des systèmes à revoir. Parce que même ce système licence, master, doctorat n'est pas vraiment appliqué au Cameroun comme il est appliqué dans d'autres pays. Donc, c'est chacun, on s'arrime à l'international, mais le contenu varie d'un système universitaire à un autre. Donc, tout ceci est à questionner. Sur cette question-là, Dr Fouda, on a vu tout à l'heure avec Luisan Djobongué, la loi d'orientation, qui en réalité, si elle était appliquée, aurait pu permettre de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. On a pris le cas, par exemple, de cette crise anglophone-là. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, dans l'état actuel des choses, de colmater les brèches, de résoudre le problème, d'apporter des solutions, peut-être sur le moyen ou sur le long terme, en revenant de façon, je veux dire quoi, de façon sérieuse sur ces résolutions-là, les implémenter? Est-ce que cela est possible en prenant en compte l'environnement, que ce soit sociopolitique ou en prenant en compte les capacités, le type de formation qu'on donne aux enseignants et tout ça? Est-ce que cela est possible? Je constate que c'est très global. C'est très global. Et si le problème est posé comme ça, ça devient un peu difficile. Mais il ne faut pas qu'on perde l'espoir. L'espoir est permis de toute façon. Mais il convient de préciser qu'en réalité, le problème de l'école au Cameroun n'est pas seulement lié à la loi de l'orientation ou à l'action. Oui, mais sur ce couloir spécifique-là, peut-être que la loi d'orientation aurait été une solution. Oui, une très bonne solution si cette loi avait été implémentée, oui. Voilà, mais puisqu'elle ne l'a pas été depuis plus de 10 ans, et que... Pratiquement 20 ans même. 20 ans. Voilà. 20 ans. Et que ça veut dire qu'il faut d'abord revenir à la réelle volonté politique de l'État du Cameroun de faire du citoyen camerounais un citoyen digne de ce nom. Puisque tous les problèmes ont été posés ici. En réalité, nous formons, pourquoi on a parlé de la vision de l'école, pourquoi l'école dans un pays? Ça veut dire que l'école doit être capable de former des citoyens qui sont capables de ressentir
une certaine détermination, un certain dévouement pour leur pays, c'est-à-dire du patriotisme ou du nationalisme. Et cela pose déjà un autre problème qui est, sommes-nous une république, une nation, un pays ou simplement un regroupement épars de personnes? Nous sommes tous ça, Dr. Foula. Je pense que nous ne devons pas, nous devons être une nation et en tant que nation avoir des objectifs, des visées et des ambitions effectivement, puisqu'on nous a parlé. Lesquelles doivent vous commander dans la politique mise en place par rapport à l'éducation? C'est en réalité l'éducation qui est le socle de tout ça, parce que nous avons l'habitude de parler de la formation du citoyen comme soit de la valorisation ou de l'obsolescence. Et le Cameroun s'est inscrit dans une politique d'obsolescence sociale programmée. C'est-à-dire que, justement, quand on a parlé de la politisation du saupoudrage, il faut donner l'impression de former des citoyens, mais sans se soucier effectivement de ce que ces citoyens deviennent après. Et là-dedans, comme on l'a dit, nous parlons par exemple de la crise de nos frères, la crise anglophone dans le nord et le sud-ouest. Il convient de préciser qu'effectivement, une crise, un conflit, une guerre, ça se crée dans la tête d'un individu. Ça se crée dans son esprit. Ça se nourrit dans son esprit. Et c'est dans son esprit qu'il faut combattre. Donc, la guerre, ce n'est pas sur le terrain. C'est dans l'esprit d'un individu. Et il faut commencer à prévoir, anticiper, planifier tout cela dès la prime enfance. Donc, dire colmater les brèches, effectivement, puisque le Cameroun étant le Cameroun, nous sommes capables de tout, mais qu'on vient de préciser tout de même que dans le domaine de l'objectivité, de la formation, de l'éducation, l'école est une vision et elle participe de l'implémentation d'une vision nationaliste qui détermine ce que le pays a à atteindre comme objectif. Effectivement, nous avons l'horizon, nous avons l'émergence autant pour moi à l'horizon 2035. Et notre école devrait donc travailler à l'atteinte de cette ambition d'émergence. Et au regard de ce qui est fait, effectivement, monsieur parlait de l'harmonisation des notes, mais c'est ce que nous vivons. Vous parlez du système LMD, mais reconnaissons que ce système n'existe pas, parce que quels sont les produits des universités de notre pays qui trouvent leur place dans le marché de l'emploi? Ça, c'est la grande question. Et si cette question est posée depuis plus d'une dizaine d'années que le système LMD est instauré, ça veut dire que nous continuons à faire du réchauffé. Excusez-moi. À faire du réchauffé, c'est-à-dire que, comme Dr. Wogen disait, nous arrimons à la conceptualisation internationale, mais le contenu reste celui de 1960, celui de 1940. Et ça fait qu'effectivement, nous avons l'impression d'avancer, mais nos rues, nos marchés, notre vie au quotidien nous témoignent de ce que nous sommes très très loin des objectifs. Alors, on a posé le diagnostic, on a fait les constats, on remarque effectivement qu'aujourd'hui il y a un problème. Les grands défis auxquels on doit faire face, que ce soit sur la question de la paix, de la stabilité, en rapport avec la crise anglophone, que ce soit dans le domaine économique avec l'espoir ou je sais plus l'espérance d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035, ce sont ces défis-là. Aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que cette école prépare à faire face à ces challenges-là. Et donc, moi, je pose la question pour qu'on amorce cette deuxième partie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le premier levier, de votre point de vue, ça doit être quoi, Dr. Wogen? Je pense que pour répondre à votre question, il est important de revenir sur ce que c'est qu'un enseignant. Oui. Parce qu'on nous a dit dans le plus petit dictionnaire que l'enseignant, c'est une personne qui transmet des connaissances. Or, dans notre environnement, combien d'enseignants avons-nous véritablement? On a combien d'enseignants qui transmettent véritablement cette connaissance? Ça veut dire que quand on a choisi d'être enseignant ou de faire partie du corps enseignant, où on va retrouver d'un côté les instituteurs, donc toutes ces personnes qui enseignent à l'école primaire, et des professeurs. Le professeur ici, c'est celui qui est au secondaire et même à l'université. Or, nous sommes dans un environnement où ils sont
Ils y vont parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Tout à fait. Et non seulement ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs, on est dans la promotion de la médiocrité. Vous avez des enseignants qui eux-mêmes n'ont pas une connaissance qu'ils vont pouvoir transmettre et vous vous attendez à quel résultat? Puisqu'on ne peut enseigner que ce qu'on connaît. On ne peut enseigner que ce qu'on connaît. On ne donne pas ce qu'on n'a pas reçu. Hein. Sauf si on apprend à donner. Or là, ce n'est pas du tout possible. Le même enseignant est essentiellement dans la précarité. Parce que quel que soit votre statut social, si on suppose que vous êtes un diplômé, cela suppose que vous êtes passé par au moins l'école primaire, si on exclut la maternelle. Or, quand on regarde notre société, l'enseignant est davantage celui de la maternelle ou de l'école primaire, et même du secondaire, c'est vraiment le plus malheureux. C'est comme on dit, le menuisier qui n'a pas de meubles, ou le forgeron, ou le savetier qui est le plus mal chaussé. C'est ce que nous observons dans notre société. Donc il y a déjà qu'il faudrait remettre à l'enseignant tous ses droits et qu'on harmonise. Il y a des écoles dans la ville de Douala où un enseignant gagne au coût moyen de 50 000 francs. 50 000 francs, il vit où? Il va dans quel marché? Et vivant dans la précarité, ce n'est pas pour justifier la corruption, ça entraîne d'autres choses. Tout à fait. Ceux-là même qui sont formés, ils font 5 ans avant d'avoir leur premier salaire. Il est né à Douala, a fait sa formation à Yaoundé, on l'envoie à l'extrême nord ou extrême sud, où il ne connaît personne et il se débrouille pour y aller. Vous pensez que quand il va, il travaille? Il ne travaille pas. Il va signer la feuille et quand il a même un peu d'argent, il peut motiver le proviseur. Et le proviseur, pas pour incriminer les proviseurs, hein, mais on sait quand même qu'il y a une réalité qui pose problème. Et il est important de poser un diagnostic sérieux et non faire la promotion collective comme on est en train de le faire. Parce que l'école, le coût moyen que moi j'ai eu à faire, je profite même pour dire bonsoir à la famille Niamsi Victor. C'est mon maître du coût moyen 2 à l'école annexe de Berlin. Vous vous en souvenez? Oui, non, c'est quelqu'un que je ne peux pas oublier. Parce que c'était... Il nous a menés à aimer l'école, à aimer travailler. Même quand vous n'aimiez pas la mathématique, il vous démontrait que c'est une matière fondamentale. Et à la fin, tous ces élèves aimaient ces matières. Mais aujourd'hui, le maître même est démotivé. L'instituteur est démotivé. L'enseignant est démotivé. Le prof d'université est démotivé. Vous pensez qu'on aura quel résultat? On ne peut pas avoir de résultat. Et on sait que la transmission des savoirs est la chose qui nous permet de savoir ce qu'on fera demain ou ce qu'on fera après-demain. Mais ce n'est pas le cas dans notre environnement. Il est vraiment important de diagnostiquer. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de bons enseignants, il n'y a pas de bons proviseurs. Non, dans ce corps-là, on trouve des personnes qui aiment leur travail et qui font bien leur travail. Vous dites qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux parce que vous allez dans un... L'État est responsable. On ne peut pas dédouaner l'État. Parce que quand vous avez des gens que vous payez mal, ils ne cherchent qu'à s'enrichir parce que les valeurs ont disparu de notre pays. Parce que désormais, quand vous êtes honnête, vous êtes une cible pour les autres. Quand vous faites bien votre travail ou quand vous aimez ce que vous faites, vous êtes une cible pour les autres. Donc, il y a déjà cela. Regardez dans nos écoles. Vous avez une école A où on paye 80 000 francs, une école B où moi, professeur, enseignant d'université, chargé de cours, quand je prends mon salaire à la fin du mois, je ne peux pas inscrire un enfant à la maternelle. Parce que dans cette école-là, on paye 390 000, 400 000 francs. Vous pensez que c'est normal? Et on dit que nous autres, professeurs d'université, nous sommes les hauts cadres de la République. Mais le salaire que nous avons à la fin du mois ne nous permet pas d'inscrire un seul enfant dans une école maternelle ou dans une école primaire. Donc il y a un souci d'harmonisation. Parce que chacun veut, il ouvre son école, il a le nombre d'élèves qu'il veut, il ouvre son école, il paye comme il veut, il renvoie comme il veut. Et pire encore, on paye 300, 400 000 francs CFA de scolarité, mais les enseignants n'ont pas des salaires conséquents dans cet établissement-là. Mais c'est tout cela. D'où la complicité justement de l'État. Avant de donner la parole à Roger Kafo, rapidement, Dr Fouda, vous qui êtes vous qui enseignez dans les ENIEJ et autres, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que ces instituteurs-là, au moins ils partent ou ils sortent de ces ENIEJ-là
ont les outils suffisants pour pouvoir faire face à leurs challenges? Parce qu'elle a posé le problème de la formation, je veux dire quoi, les instituteurs. Est-ce que le problème se trouve au niveau de la qualité de la formation qui est donnée dans ces écoles normales-là? Est-ce que c'est un aspect important? C'est un aspect qui peut être important, mais pas déterminant. Parce que la formation, surtout dans les ENIEJ, peut être suffisante. À mon avis, elle ne souffrirait pas de beaucoup de critiques. Mais le souci vraiment est conjoncturel. Je pense que le grand souci de la formation au Cameroun est... Donc le problème n'est pas davantage ce que ces instituteurs reçoivent dans les ENIEJ? Pas tout à fait. Pas fondamentalement. Pas fondamentalement, mais c'est surtout dans la conjoncture. D'accord, on revient là-dessus. Je peux donner un petit élément? Oui, bien sûr. Je pense que, comme Dr Eta le dit, c'est d'abord ceux-là qui sont venus pour une formation. Quel est leur niveau? Qu'est-ce qu'ils ont comme bagage? Tout à fait. Parce que les gens, ils vont parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre chose à faire. Et comme on ouvre les écoles dans presque tous les quartiers, il sait qu'après un an, il y en a même qui sont les maîtres de parents, ils ne sont passés par aucune école de formation. Comme ils pensent qu'ils s'écrivent la langue française, il peut donc enseigner l'histoire, il peut enseigner la géographie sans aucune pédagogie. Donc il y a cette sélection même. Le problème c'est... Quel est le niveau qu'a la personne qui vient former les autres? Non, en réalité, on est dans un cycle infernal, là, finalement, Dr Bougain, parce que vous semblez indiquer que le secondaire a fabriqué de mauvais produits qui sont retrouvés dans le supérieur, qui après se retrouvent dans les ENIEJ. C'est le primaire. Qui se retrouvent dans les ENIEJ et qui après les ENIEJ vont se retrouver sur le terrain de l'enseignement sans avoir la consistance suffisante. C'est ce que vous semblez indiquer. Non, je crois qu'il y a plus que ça. Parce qu'en fait, contrairement à Mme Fouda, je ne veux pas dédouaner la qualité de la formation qu'on a dans les écoles normales. Bon, évidemment, Dr Fouda enseigne dans les ENIEJ, donc oui, peut-être elle parle d'elle. Oui, elle parle peut-être d'elle. Mais c'est là un volet important des réformes que nous souhaitons qu'on fasse dans l'enseignement. Parce que déjà, recruter aujourd'hui des instituteurs avec un niveau BEPC, c'est dépassé, il faut le dire. Oui. Il faut qu'on passe à autre chose. Parce que nous savons tous aujourd'hui qu'un élève qui sort d'une classe de 3e ne peut pas écrire une lettre lisible. Et ça, c'est clair. Il y a peut pas faire une bonne dictée générale du niveau qui a été fabriqué sur des années. On a commencé à dire aux gens, écoutez, il ne faut pas que les fautes soient -4, -2. Ça a baissé le niveau. Maintenant, on dit qu'il faut faire de la correction orthographique. Ça veut dire qu'on prend la copie d'un enfant, on sélectionne un certain nombre de mots. S'il les trouve, il a 20 sur 20. Vous voulez qu'on arrive à quoi? Donc, clairement, il faut remonter le niveau d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs. Et maintenant, qui enseigne dans les écoles normales, que ce soit d'instituteurs ou de l'enseignement supérieur, nous avons souhaité que ce soit des gens qui ont fait un doctorat professionnel. C'est-à-dire qu'on prenne, par exemple, pour l'école normale supérieure, d'anciens professeurs de lycée à qui on donne la possibilité de faire un doctorat professionnel. Ils vont aller enseigner à l'école normale ayant eux-mêmes une expérience d'enseignement. Et ça va probablement changer quelque chose. Je ne peux pas dire, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas dire que ça va radicalement changer les choses, mais je pense que si on tient compte de ces deux variables, qu'on prenne des gens qui entrent à l'école normale supérieure, premier cycle avec au moins une licence, et second cycle avec un master, et on leur donne une formation qui est dispensée par des gens qui eux-mêmes ont les ficelles du métier, on aura certainement une différence. Alors ça c'est sur, donc ça c'est le levier formation. Oui, mais au-delà du levier formation, elle a souligné un autre aspect, c'est sur c'est le volet administratif, la gestion des ressources humaines, avec notamment ces enseignants qui parfois sont affectés dans des régions reculées, mais qui, au lendemain de leur affectation, ne peuvent pas avoir des ressources nécessaires qui leur permettent de vivre. On se souvient qu'il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus très bien, le ministre de l'enseignement secondaire à l'époque, lui, Bapès, indiquait que c'était un chantier important sur lequel son ministère travaillait
et pour lequel on devrait avoir des résultats imminents. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, Roger Kafou. C'est un chantier important depuis toujours. Parce qu'en fait, on ne peut pas être dans une administration qui fonctionne à plusieurs vitesses. Quand vous prenez l'école normale supérieure de Yaoundé, c'est l'école voisine, c'est l'ENAM. Comment est-ce qu'on traite les étudiants de ces deux écoles? L'étudiant de l'ENAM a déjà une bourse indiciaire. L'étudiant de l'école normale n'a rien du tout. Et quand il sort de l'école normale, il ne sait pas exactement quand on va déjà l'affecter. Ensuite, quand on l'affecte dans un établissement, il doit faire 3 ou 4 ans. Vous trouvez ça ni dans la magistrature, ni dans la police, ni dans l'armée. Vous trouvez ça uniquement dans l'enseignement. Et puis quand vous venez dans l'enseignement, et ça c'est des vérités qu'il est bon de dire aux gens, on a opéré une sorte de déconcentration du CIGIPES. On a créé un CIGIPES au MINESEC et au MINEDUC qui se révèle aujourd'hui être un bantoustan. C'est-à-dire qu'on a dit ces gens qui sont trop nombreux, parquons-les là. Et quand ils auront des problèmes, ça ne va pas toucher les autres. Ce sera leur problème à eux. Résultat, le CIGIPES du MINESEC ou du MINEDUC est connecté au MINFI environ 2 fois par mois et généralement autour de 17 heures. Ils ont la ligne environ 2 fois par mois, généralement autour de 17 heures quand tout le monde est parti. Alors les dossiers s'empilent, c'est traité, mais on n'arrive pas à les faire passer aux finances parce qu'on n'a pas la ligne au moment où il faut l'avoir. C'est donc clairement un bantoustan. On crée des problèmes aux enseignants et on sait très bien qu'ils ne vont pas s'en sortir et après on fait comme s'il n'y avait rien. Il s'agit donc de faire quoi de façon précise de votre point de vue? Il s'agit de traiter équitablement et sans discrimination les fonctionnaires. Nous avons beaucoup fêté les statuts particuliers, mais ce n'est pas une bonne chose, les statuts particuliers. Parce qu'en réalité, c'est la racine même des discriminations qu'on trouve dans la fonction publique. On a donné un statut particulier aux enseignants en 2000 qui, en 2017, n'est pas appliqué. Et quand on commence à l'appliquer, on donne à un professeur des lycées une prime de documentation et de recherche de 15 000 et à un balayeur de l'université une prime de documentation et de recherche de 20 000. 20 000 francs. Alors, c'est-à-dire celui qui a réellement besoin de faire de la recherche en a moins pour faire cette recherche que celui qui n'en a pas besoin. Alors, vous voyez, tout est organisé pour démotiver les enseignants et le résultat est statistique parce que quand on dit comme ça, les gens disent oui, est-ce que c'est même vrai? De façon statistique, vous prenez les textes, les documents du ministère des Finances 2016. Il y a 248 000 enseignants au MINESEC et au MINEDUC sur les documents des finances. Mais en réalité, il n'y a que 116 000 qui travaillent dans ces deux ministères. 132 000 sont partis et ils sont dans d'autres ministères. Alors, il y a pénurie d'enseignants, mais vous ne pouvez pas recruter de nouveaux enseignants parce que le fichier dit qu'il y a 248 000 enseignants. Mais ils ne sont pas au ministère de l'Éducation. Et vous comprenez pourquoi le ministre de l'Enseignement secondaire, dernièrement, demandait qu'on lui remette ces enseignants qui sont ailleurs. Parce que tout en étant ailleurs, ces enseignants continuent à émerger sur le budget des ministères de l'Éducation. Mais ils travaillent dans d'autres ministères. Et ça contribue à gonfler artificiellement le financement public de l'éducation pour des gens qui ne travaillent pas pour l'éducation. Est-ce qu'on pouvait répondre à cette question? Moi, je crois qu'il y a une préoccupation. Oui, Duval. Oui, non, je voulais dire que sur la question du financement, justement, vous avez fait une proposition, je ne sais plus très bien où je l'ai lu, c'est une proposition dans le sens du financement de l'école, oui, à travers un impôt, que vous avez appelé, par exemple, l'impôt sur l'éducation. Oui. Il s'agit de quoi? Prélever chaque fois, à la fin de chaque mois? En fait, je crois que c'était... Si ce n'était pas sur ce plateau, c'était peut-être ailleurs. Et je crois aussi... En tout cas, j'ai entendu quelque part. Oui, et puis je crois une communication, je crois une nouvelle expression. En fait, Kafou posait un problème tout à l'heure là. Moi, je crois qu'il y a comme une politique volontariste
de l'État. Discrimination. Non, de l'État de tuer l'école. Parce qu'en fait, on ne peut pas être dans un pays où la personne la moins bien traitée d'un pays, c'est l'enseignant. La personne qui a fait le plus d'efforts possible pour avoir le minimum de niveau qui permet une transmission de son savoir aux autres Camerounais, pour les amener vers là où les politiques, dans leurs attitudes politiciennes, clament, c'est-à-dire l'émergence par exemple, mais c'est celui-là qui a le plus mauvais traitement de la République. Je crois que c'est une volonté manifeste de le faire. Parce que nous ne sommes peut-être pas autorisés à faire des comparaisons, malheureusement l'enseignement c'est aussi ça. Quand nous regardons l'école que nous avons faite, l'école que nous avons fréquentée sous le régime précédent, avant que le président Bian arrive, le président Aïdjo avait déjà atteint le stade des lycées campus, où on créait des lycées qui n'étaient pas loin des universités. Il y a le lycée de Kaélé, il y a le lycée de Yabassi, c'est des campus réels. Et à cette époque, on n'avait pas besoin d'aller à l'étranger pour être bien formé. Aujourd'hui, tout le monde est en train de partir. Tout le monde part parce que notre école ne vaut rien du tout. Elle ne vaut rien parce qu'on n'investit pas dans l'enseignement. On n'investit pas parce qu'il n'y a pas d'argent. On n'investit pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent pour certains corps de la République quand on en a besoin. C'est vrai ça. Hein? Non, moi je dis que c'est pas... Je réponds à la question. Oui, je voudrais qu'on ne prenne pas... Qu'on ne prenne pas ça. Il y a beaucoup d'argent. Parce qu'il y en a. Par ailleurs, j'avais même fait une suggestion. Ce que nous avons appelé dans nos syndicats l'impôt sur l'éducation. L'État a les moyens d'avoir les moyens dont il a besoin. Absolument. Pourquoi nous continuons à donner 1% pour le crédit foncier jusqu'aujourd'hui? Alors que le crédit foncier ne peut pas donner un crédit à un fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire n'a pas le salaire qui permet d'avoir un crédit au crédit foncier pour construire une maison de 3 chambres. Pourquoi nous donnons cet argent? Aujourd'hui, le crédit foncier s'est transformé en une structure qui donne de l'argent à ceux qui en ont pour construire des grands immeubles de 200 millions. Mais c'est l'argent du travailleur, ce n'est pas l'argent des hommes d'affaires. Pourquoi nous donnons cet argent? Donc, on peut prendre l'argent du crédit foncier. Je dis nous ne le prenons même pas, mais je veux dire que... Il n'y a pas de crédit foncier. Hein. Non, il n'y a pas le crédit foncier. La redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle, nous la payons tous. Il y a la part patronale qui fait vivre le Fonds national de l'emploi. L'État a créé des impôts là où il croit qu'il peut résoudre ses problèmes, ou alors là où il croit qu'il peut... comment dire? Oui, mais un nouvel impôt, ça va être... Non, moi je crois qu'il y a des impôts qui mériteraient absolument... j'ai failli d'être imposé. Oui. Il suffit de créer cet impôt sur l'éducation. Tout Camerounais qui travaille doit contribuer à cela, parce que tout le monde a besoin d'un enfant bien formé. Toute entreprise, parce que ce sont les entreprises qui en fait sont les bénéficiaires du produit de l'école, toute entreprise devrait pouvoir contribuer à cela. Quand nous parlons même de la professionnalisation de l'école, à la 19e conférence de l'enseignement privé, il a été question de ce partenariat avec les formations à la carte. Nous avons besoin de chaudronniers au port. La société en question nous dit comment on forme un chaudronnier, on fait des curricula et puis on les forme dans nos lycées, on achète du matériel. Regardez nos lycées techniques, ils n'ont rien du tout. Regardez comment on forme un mécanicien aujourd'hui, mécanique auto. C'est avec les moteurs de R4 à 4 temps où il n'y a pas d'électronique. Alors qu'aujourd'hui, on démarre la voiture avec une carte électronique. Nos enfants sont formés avec des voitures à Delco, à allumage mécanique. Alors, vous voulez comment un mécanicien va faire de la recherche? Ceux qui sont sur le terrain peuvent encore qu'il n'y a pas suffisamment de lycée technique. Hein. Il n'y en a même pas. Alors moi, je crois qu'il y a des moyens. On ne dise plus qu'il n'y a pas d'argent. Avant de revenir au docteur Fouda, Roger Kafo, sur cet aspect-là, est-ce que vous êtes d'accord avec Luison Djobongue sur ce nouvel impôt? Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres ressources ailleurs que d'aller créer un nouvel impôt qui risque
d'asphyxier ou bien de créer d'autres trucs. Premièrement, je voudrais dire que avant d'en arriver à la solution de la création d'un nouvel impôt, il faut que l'État rende disponibles les moyens de l'éducation qui sont ailleurs. Parce que l'État a pris l'engagement dans presque tous les forats, à Dakar, à Incheon, dans le cadre des ODD, de financer l'éducation à hauteur de 20 à 22% du budget. Et aujourd'hui, on est à 11-12%. Il suffirait de mettre effectivement 20% du budget dans l'éducation pour que peut-être on se rende compte qu'on n'a même pas besoin d'un nouvel impôt. Parce que c'est ça le problème. Nous sommes aujourd'hui au Cameroun en deçà de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Parce que la moyenne subsaharienne, c'est autour de 4% du PIB de financement de l'éducation. Le Cameroun en deçà. Donc, première chose pour montrer ce que Mme Fouda a appelé la volonté politique. Commençons par donner à l'école les moyens qui sont les siens. Et ensuite, on verra si, en plus de ça, il faut autre chose. À ce moment, cette solution ne me semblerait pas mauvaise. Alors, Dr Fouda, on est dans la dernière ligne droite en rapport avec cette émission. On est dans les solutions qu'il faut envisager. On a parlé tout à l'heure de l'aspect formation. Vous avez évoqué un certain nombre de pistes. On a parlé de la dimension politique. D'ailleurs, vous avez également évoqué ça pour montrer qu'il faut élaborer une vraie politique nationale de l'éducation. On a évoqué la loi d'orientation, la question des deux sous-systèmes éducatifs qu'il faut peut-être harmoniser de façon véritable. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Sur l'aspect financier, est-ce que vous avez une observation ou bien peut-être qu'il faut voir également sur l'aspect administratif la question des affectations ou bien de la mobilisation des fonds, la question du profil des carrières. Bon, il semble que c'est intervenu dans la gestion du statut particulier de l'enseignant. Oui, je voudrais résumer pour dire qu'effectivement, en réalité, l'éducation a bien regardé moult problèmes, mais qui se résument en un seul. Comme nous avons convenu sur ce plateau qu'il faut donner les moyens à l'école de former les citoyens qu'il faut pour notre pays. C'est tout. Puisque la formation, c'est quoi? La formation, la relation de formation entre un élève et son enseignant, c'est une relation de confiance qui s'assimile à une relation de soumission. Cette soumission veut dire que l'apprenant fait confiance à celui qui le forme comme étant celui qui connaît le mieux ce qui est bon pour lui et qui est disposé à lui transmettre cela. Alors, si le Cameroun, en tant qu'institution, en tant qu'instance suprême, met un accent dans la formation de sa jeunesse, ça veut dire qu'il prend l'engagement d'être celui qui sait ce qui est important, ce qui est utile et primordial pour la jeunesse, et il prend aussi l'engagement de transmettre cela à cette jeunesse-là. Ça veut dire donc que l'ensemble des problèmes que nous avons relevés sur ce plateau se résume simplement en un seul, les moyens de formation. De l'école maternelle au supérieur, la formation du jeune Camerounais rencontre énormément d'écueils. Et tous ces écueils se rassemblent, autant pour moi, autour du financement de l'éducation. Et c'était justement sur ce plateau qu'on proposait l'idée du nouvel impôt. Moi, je suis partisane pour avoir fait une recherche là-dessus, sur l'impôt sur l'éducation, exactement comme monsieur le disait, mais pas dans le sens de la gestion de l'impôt comme on a l'habitude d'en voir. Il est question d'autonomiser les financements éducatifs. Rendre l'éducation autonome dans la gestion de ces problèmes. Nous avons des modèles au Cameroun qui fonctionnent plus ou moins bien. Nous avons le FECOM, nous avons l'ART, nous avons des instances autonomes qui participent au financement sectoriel. Et ces modèles peuvent être calqués pour créer une véritable instance
de gestion et de financement de l'éducation, aussi bien de l'éducation de base que du supérieur. Par exemple, au supérieur, au secondaire, on a parlé des lycées techniques qui n'ont pas de laboratoire et tout, mais dans le supérieur, c'est plus criard. Puisqu'effectivement, ce qu'on appelle la recherche, le développement se nourrit de la recherche des universités. Ce sont les universités qui pensent le développement d'un pays. Alors, et ce développement est pensé à travers des laboratoires, à travers des recherches qui sont diffusées. Mais comment est-ce qu'on finance une recherche, même la plus simple des recherches dans notre environnement? Il n'y en a pas. Donc, je pense que tout ce que nous avons relevé, que ce soit des questions d'affectation, de gestion du personnel, que ce soit des questions de vision, les questions de financement, se résument simplement à une volonté politique d'autonomisation de la gestion de l'école qui passe par la création d'une instance qui pourrait s'appeler peut-être, qui serait un fonds ou une instance de gestion du fonds alloué à l'éducation qui fonctionnerait comme le FECOM, par exemple, mais que l'école sente que ce qu'elle a voulu donner aux Camerounais que nous sommes, nous qui sommes grands adultes aujourd'hui, nous avons bénéficié plus ou moins, autant que cela a pu être possible, des avantages de l'école. On a bénéficié des avantages que nous a apporté ce pays, alors qu'on rende à ce pays ce qu'il nous a donné à travers le financement d'un fonds comme celui-là. Alors, docteur Roguin, est-ce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, ces problèmes, je veux dire, ou bien ces solutions qui sont envisagées pour permettre à l'école d'être meilleure, est-ce que ces solutions peuvent être transposées dans la résolution des problèmes observés dans le supérieur? Les problèmes sont-ils différents? Oh, les problèmes ne sont pas tout à fait différents, parce que au niveau du supérieur, on trouve un grand nombre de brebis galeuses, parce que on a davantage de diplômés et non d'intellectuels. Parce que si on avait des intellectuels, on ne devrait pas vivre les situations qui sont les nôtres. Parce que comment imaginer qu'à l'université, qu'il y ait un espace pensant et pensé, on n'y pense pas. Parce que comme le docteur Ita l'a dit, la recherche est la clé du développement. Si donc on n'utilise pas, on ne donne pas les moyens à ceux qui doivent faire cette recherche-là de pouvoir... Bon, il y a un fonds d'affectation spécial. Oui, on ne va pas nier cela, mais ça reste insuffisant parce que si vous voulez vous rendre à une conférence où vous payez pour parler 20 minutes 400 000 francs, vous pensez vraiment que les 360 000 francs que reçoit un assistant, il peut prendre par une conférence? Ça, c'est seulement votre inscription. Vous devez payer votre billet d'avion. Bon, là, on est même en Occident. Vous êtes à Douala, vous devez vous rendre à Maroua pour une conférence. Vous devez payer votre billet d'avion à 180 000 francs aller-retour. Vous devez vous loger. Vous pensez que cet argent est suffisant? Ça veut dire là, vous allez juste pour présenter les résultats. Vous n'êtes même pas en train de parler de la recherche. Donc, il y a les problèmes qu'on a. Cela peut expliquer pourquoi beaucoup d'enseignants d'université sont pour la plupart des hommes d'affaires. Non, je pense que... Non, ne mélangeons pas les choses. Ceux qui aiment la recherche et qui veulent faire la recherche. Non, pas suffisamment de moyens. Il faut même comme il n'y a pas de moyens, ceux-là se battent pour faire la recherche. Ne confondons pas ceux qui vont à l'université parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Oui, le clientélisme, comme dit docteur Ita, et ceux qui veulent vraiment faire leur travail. Mais maintenant, c'est le politique qui est en place qui laisse faire un certain nombre de choses. Parce que les milieux universitaires sont politisés. Si vous n'êtes pas X, si vous n'appartenez pas dans un cercle A ou dans un cercle B, vous êtes regardé d'une certaine manière. Et même votre promotion en tant que chercheur peut être remis en question parce que quoi? Des gens peuvent ne pas vraiment apprécier ce que vous faites à sa juste valeur. Donc, il y a d'abord ce problème de brebis galeuse. On y va parce qu'on a le diplôme, pas parce qu'on a vraiment le niveau qui est celui-là. Et à côté de cela, il y en a qui ne font pas leur travail parce que au niveau de l'université, certains administratifs oublient qu'ils sont quand ils ne sont plus en fonction des enseignants. Donc c'est comme si on avait un autre type de personne, parce que la même personne qui était hier enseignante ou enseignant,
C'est comme si elle mutait, parce qu'elle est devenue... oui, peut-être doyen, recteur, vice-recteur, chef de département. C'est ce qui pose problème. Or, si le politique ne se mêlait pas de la mauvaise des manières, il est clair qu'on obtiendra des résultats. Je vous garantis que les moyens ne manquent pas dans les universités. Mais maintenant, c'est comment est-ce que ces fonds-là sont gérés? C'est la gestion qui pose problème. Parce que s'il y a un pain et que nous sommes 5, arrangeons-nous que chacun, assurons-nous que chacun ait les 1/5. Mais vous pouvez voir, on a un pain, 2 personnes se partagent le pain. Il est clair qu'on aura toujours les problèmes. Mais au niveau des universités, il y a non seulement la qualité des étudiants qui pose problème parce qu'on est dans la promotion. On veut s'assurer que tout le monde est allé en 2e année. Parce que c'est à partir de la base, parce qu'il a fait une mauvaise école primaire, un mauvais lycée, il a des parents qui ne prennent pas part à ce qu'ils font. Je dis souvent à mes étudiants, votre niveau, je ne vous plains pas. Mais maintenant, quand vous êtes majeur, prenez votre destin en main. Tout à fait. Achetez les livres. Ils vont dire qu'ils n'ont pas de moyens. Même moi, je n'en ai pas suffisamment. Mais je donne le meilleur de moi pour que le peu que j'ai, que je puisse partager. Donc, c'est un problème vraiment multiforme. Il y a un problème d'infrastructure. Parce que vous voyez un enfant qui sort du lycée, il était dans un beau lycée, il était dans un bel établissement privé. Mais je vous assure que je n'ai pas le courage de l'encourager, excusez-moi pour la tautologie, quand il arrive à l'université de Douala, c'est comme un ballon qui se dégonfle. Parce que quoi? C'est pas accueillant. Or, quand nous on sortait de nos établissements, on arrivait à Ngwaikele, il y avait une grosse rupture. On sentait qu'on est vraiment dans le... On accédait au temple du savoir. Tout à fait. Et puis, aujourd'hui... EPSI, non, moi je n'ai pas connu cette période-là. Mais on était heureux de passer d'élève à étudiant. Ouais. Mais aujourd'hui, même l'enseignant qui doit accueillir est déjà triste pour l'enfant qui va entrer à l'université. Et là, c'est vraiment dommage. Et on espère que les politiques vont prendre vraiment les choses en main pour remettre l'école au cœur de sa préoccupation, pour qu'on ait les enseignants de qualité, des écoles qui attirent. Et c'est ce qui fait qu'on a les IPES, les instituts privés de l'enseignement supérieur. Ils battent le record. Parce que vous voyez des établissements qui ont des campus qui ressemblent au campus européen ou au campus anglo-saxon. Vous voulez qu'il aille faire quoi à l'université de Douala? Alors, je pose 2 questions pour sortir de cette émission. Je ne sais pas comment cela va se faire, pour qu'on essaie non seulement de résumer en recentrant, mais surtout pour que cela nous permette de voir de façon précise et concrète comment on règle cette affaire. La première question, Roger Kafo, c'est comment l'enseignant aujourd'hui est en mesure de contribuer de façon précise à la résolution d'un problème, comme la crise anglophone, ou peut-être de façon globale, à un challenge comme celui de la construction nationale. Et la deuxième préoccupation, c'est en rapport avec les méthodes qui sont employées par les enseignants eux-mêmes pour faire entendre raison à l'État sur un certain nombre de questions. Et là, vous voyez que j'interroge la pertinence des syndicats, parce qu'il faut quand même se demander pourquoi, depuis autant d'années, on pose pratiquement le même problème. Il n'y a pas de solution. On n'a pas le sentiment que les enseignants sont, émus outre mesure. Oui, vous interrogez, comme vous dites, la pertinence des syndicats, et c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a tout un procès qu'on fait aux syndicats depuis des années. C'est des gens qui sont incompétents, c'est des gens qui sont corrompus. C'est des gens qui montent, qui descendent. En fait, il faut dire une chose, c'est que nous avons une société qui a été construite sur un modèle de la défiance par rapport à l'engagement. Les gens ne s'engagent pas dans notre société. Parce qu'il faut remonter dans l'histoire pour voir que les indépendances au Cameroun ont été donnés comme un cadeau à des gens qui ne se sont pas battus pour
l'indépendance. Et là, vous parlez de l'indépendance de la partie orientale du Cameroun. Exactement, parce que j'ai peur de dire que dans l'autre partie, ils sont dans un processus de lutte pour l'indépendance. Il faut faire très attention parce que c'est un processus qui peut déraper. Donc je veux dire, l'indépendance dans la partie francophone a été donnée comme un cadeau à des gens qui ne s'étaient pas battus pour l'indépendance. Et c'est devenu un modèle sociétal. On a commencé à dire aux gens, écoutez, vous qui faites le dur, vous allez perdre. Si vous voulez obtenir quelque chose, faites profil bas, soumettez-vous, et puis vous aurez ce qu'on vous donnera. Ce modèle a construit le Cameroun sur 50 ans. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile d'amener les Camerounais à s'engager dans des situations difficiles. Moi, j'ai vu, on appelait ça le mouvement pour le changement. Tous les partis politiques d'opposition. L'Union pour le changement. Dans les années 90. Organiser une marche sur l'avenue, le grand boulevard de Yaoundé. Ils sont montés devant Score, en passant par le marché central. Les deux côtés de la route étaient bondés de monde, mais personne ne les a rejoints au milieu de la route. C'était uniquement ces leaders-là qui marchaient. Les Camerounais regardaient ça comme on voit un spectacle à la télévision. C'est l'héritage colonial francophone. Voilà ce qu'il faut changer. C'est exactement ça. De l'autre côté du Mongo, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc les enseignants, pour répondre à votre question, les enseignants doivent s'engager à la fois pour leur propre destin, et comme le destin de l'enseignant est inséparable de celui de la nation, c'est l'enseignant qui éduque la nation. Si l'enseignant ne s'engage pas pour son propre destin, il ne peut pas s'engager pour le destin de la nation. Très bien. Alors, pas forcément cet aspect, parce que vous allez redire à peu près ce qu'il a dit sur... Vous avez été fondateur de l'ONEC, donc vous avez une expérience dans le domaine. Comment l'enseignant peut apporter sa contribution à la résolution des grands défis? C'est vrai qu'on l'a déjà dit, hein, c'est peut-être pour permettre de résumer, aux grandes questions, aux grands challenges comme la crise anglophone et donc de façon globale la construction nationale. Bon, moi je crois que l'enseignant a sa salle de classe. L'enseignant devrait être le premier patriote parce qu'en fait c'est lui qui apprend dès l'enseignement primaire à chanter Cameroun mon pays. C'est l'enseignant qui devrait être le premier patriote et c'est l'enseignant qui devrait prêcher par l'exemple. Mais l'autre problème qui se pose, en fait, c'est que nous constatons, je suis désolé de reprendre ce qu'il disait, ce manque d'engagement. Et ce manque d'engagement part véritablement du fait que, après avoir regardé notre histoire, après avoir regardé comment ceux qui ont lutté ou ceux qui ont voulu lutter ont été écrasés par le système, après avoir reçu les conseils des aînés, des grands-parents, je me souviens, un étudiant nous demandait « Qu'est-ce que vous voulez même? Vous allez à l'école, on vous donne même la bourse. » Oui, madame, nous on a eu la bourse, même si elle était petite. Mais pour avoir eu la bourse, nous étions comme des prisonniers de la bourse, parce que c'est votre père qui vous dit d'essayer pas de grève parce qu'on va vous couper la bourse. Et c'est ce fonctionnement qui a continué jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État vous tient en laisse comme des chiens. L'État fait tout pour vous faire comprendre que c'est dans l'obéissance absolue qu'il répond. Chez nous, il y a la culture de l'État qui ne cède pas. Je veux dire, qui n'écoute pas ce que dit son peuple. Dès lors que vous commencez des revendications, la première réaction de l'État, c'est de vous amener à vous taire et ensuite de dire que c'est quand vous allez vous taire que nous allons commencer la négociation. Issa Chiroma vient de le faire de la manière la plus éhontée possible. Quand il peut passer dans les médias internationaux pour dire qu'il faut d'abord que ceux qui revendiquent fassent un mea culpa à la nation, qu'ils demandent des excuses à l'international. En fait, on a l'impression qu'on est devant un monarque qui vous dit, vous allez d'abord vous agenouiller et après vos genoux, après avoir mis vos genoux au sol, ensuite nous allons travailler. Et je dis que cette culture habite les enseignants,
qui ne sont que des Camerounais comme les autres. Parce que les enseignants, comme les Camerounais, ne s'engagent pas vers les grands défis. Tout le monde espère que nous allons avoir l'omelette sans casser les œufs. Nous l'avons vu en politique. Quand ce monsieur qu'on appelle Frundi a dit, sauf Adon, finish, il a dit, nous allons à Ituri. Mais il y avait des Camerounais qui ont affabulé au point de croire que John Frundi pouvait avancer, on tire sur lui, les balles ne l'atteignent pas et qu'il pouvait aller à Ituri seul. C'est le même problème que nous avons eu dans les syndicats. Les enseignants vous demandent, vous étiez, qu'est-ce qu'on a donc décidé? Quand vous leur dites, on fait un meeting au stade pour vous dire ce qu'on a décidé, personne ne vient. Et c'est le drame. Et aujourd'hui, il faut donc les interpeller parce que leur avenir est sombre. Ok. Docteur Hogan, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème lié à une absence de synergie de force entre les différents syndicats? On a comme l'impression qu'il y a même comme une espèce de césure entre les syndicats du supérieur et ceux du secondaire. Est-ce que les enseignants du supérieur se sentent concernés, par exemple, par la commémoration ou bien la célébration du 5 octobre? Non, aucunement. Ils ne se sentent pas concernés. Ceux du supérieur sont condescendants par rapport à ceux des enseignements secondaires. La preuve en est que quand un enseignant est au lycée et après il a un doctorat, il veut entrer à l'université, parfois c'est très difficile. Parce que quoi? Il n'y a pas cette collégialité qui peut exister entre deux structures qui luttent pour la même chose, transmettre le savoir. Donc on l'observe dans notre société. Et quand vous êtes même dans les lycées, vous avez un doctorat, vous arrivez à l'université, on peut vous appeler ce lycéen-là. On entend souvent les collègues être interpellés de cette manière. C'est dommage, mais il reste que l'histoire et le politique participent à diviser pour mieux régner. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, on trouve toujours quelques-uns qui pensent qu'ils sont opportunistes, qu'on va convaincre de changer, de retourner la veste, et leur discours va changer. Vous aviez un mouvement qui était prévu pour lundi, son téléphone reste fermé. Donc il y a cette absence-là. Or, quand on se met en grève, ce n'est pas pour faire de la casse, c'est juste pour exprimer quelque chose, et on espère que l'autre qui est en face écoute. C'est un peu comme vous tapez un enfant et puis vous l'empêchez de pleurer. Non, il pleure et après vous le calmez. Oh, l'observation veut que ce ne soit pas cela dans notre société. Mais malheureusement, quand on dit enseignant, on ne distingue pas celui du primaire ou bien celui de l'université. On devrait travailler de manière collégiale parce que ceux qu'on reçoit à l'université sont ceux qui ont été préalablement formés par les instituteurs et les professeurs de lycée. Donc, s'il n'y a pas une sorte de collégialité entre ces à différents niveaux, on va retrouver, comme on voit, les étudiants qui ne peuvent pas former une phrase sujet, verbe, complément à l'université. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, les parents ont aussi un rôle à jouer, hein, parce que les parents aussi sont dans le culte du diplôme. Mon fils a tel diplôme, ma fille a tel diplôme. Or, c'est un diplôme qui n'a pas de contenu et à la fin, il a 2 BTS, un BTS, il a une licence classique et après licence professionnelle, master professionnel. Pour travailler où? Parce que même sa demande, il ne peut pas la rédiger. Même quand il prend un ordinateur pour saisir, quand on souligne la faute, lui aussi, il désactive parce qu'il croit que c'est le bon mot. Donc, c'est un problème multiforme où tous les acteurs sont concernés. Les parents, en premier, et les enseignants, et enfin, le politique qui doit pouvoir accompagner tout ceci. Merci, madame, messieurs. On a été tenu par les impératifs du temps. C'est vrai qu'on aurait souhaité revenir sur un ou deux autres aspects. Il y a la question des manuels scolaires, hein, disons du Bonguet. Ouais. Je rappelle que vous êtes un membre démissionné du conseil de la commission des manuels scolaires et des matériels didactiques. Ouais. Mais on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus parce qu'on ne peut pas parler de pédagogie sans parler de manuels scolaires. Et c'est une question qui a été évoquée au cours des états généraux, la question de la réécriture des programmes. Et quand on parle de la réécriture des programmes, forcément, ça s'accompagne des manuels scolaires. On est aujourd'hui dans l'approche pédagogie par compétence. Ça s'applique sans livre.
ce sont des questions sur lesquelles... Sans livre nouveau, sans livre nouveau. Bon, les programmes nouveaux, il y en a, c'est les livres peut-être qu'il faut voir. On va certainement avoir l'occasion de revenir sur toutes ces questions-là, qui sont des questions importantes. Et merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous, Luison Djobongué, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Roger Kafou, Fokou, d'être venu. Merci à vous, Sabine Etafouda, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Dr Jeannette Touwoguin, photo. Merci, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.